Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure de décryptage de l'actualité avec la rédaction de Factuel.media, une heure aussi avec l'excellent Jean-Marie Bordry. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Stéphane et merci du compliment. Avec nous également Nora Bussigny, Victor Lefebvre, tous les deux enquêteurs à Factuel.media. Bonjour à tous les deux, bonjour Nora. Bonjour. Bonjour Victor. Beaucoup d'actualités cette semaine autour des menaces qui pèsent sur l'école, on va en parler. En deuxième partie d'émission, nous reviendrons aussi sur la victoire écrasante de Trump au Super Tuesday dans la nuit de mercredi dernier. Trump revient très en force et sera sans doute maintenant le candidat républicain qui devrait faire face à Joe Biden, et Trump est donné là encore largement favori. Nous verrons ce que cela peut changer. On en parle dans quelques minutes avec notre spécialiste, le journaliste franco-américain Gérald Olivier. Tout de suite, on parle des violences à l'école, des menaces, des agressions qui augmentent et qui deviennent un véritable fléau. Cette semaine, Nicole Belloubet a dû voler au secours du proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris. Je rappelle que ce proviseur était menacé car il a interdit à une jeune femme de venir voiler à l'école. Ce que l'on sait moins, c'est que c'est suite à votre article, Nora Bussigny, que la ministre a pris la décision de se rendre sur place. Je vous propose de nous en parler. Oui, alors effectivement, mercredi 28 février, le proviseur de l'établissement Maurice Ravel à Paris a eu une altercation avec plusieurs élèves qui remettaient leur voile alors qu'elles étaient encore dans l'enceinte de l'établissement. L'une d'entre elles, qui était élève en BTS, donc elle n'était pas lycéenne, mais scolarisée tout de même dans cet établissement-là, a visiblement refusé d'obéir à la consigne du proviseur. Celui-ci a essayé de la rattraper pour l'empêcher de partir comme ça en remettant son voile, et c'est là qu'alors selon elle, et c'est les propos qu'elle a immédiatement tenus et qui ont été massivement relayés, elle dit qu'elle a été frappée par le proviseur qui lui a directement nié les faits. Ce qu'il s'est passé, c'est que l'ampleur a pris immédiatement, et le vendredi qui a suivi, j'ai reçu des messages de professeurs de l'établissement Maurice Ravel qui étaient complètement effrayés. Effrayés pourquoi ? Parce qu'en fait la rumeur qui collait à leur proviseur, qui eux assurent être fausse, le proviseur également, l'inspection académique aussi. Tous les témoignages sont formels, voilà. Ça ne s'est pas passé. Exactement. Comme dit la jeune femme. D'ailleurs, oui, effectivement, les professeurs ont même transmis les captures d'écran des messages qu'ils ont reçus de l'intranet directement de la part de la direction, et pas que du proviseur, juste après l'incident, pour pouvoir calmer les enseignants en disant non, il n'a pas frappé l'élève. Sauf que l'ampleur a tellement pris que les rumeurs ont augmenté sur les réseaux sociaux, et n'ont pas visé que le proviseur, elles ont visé en fait l'entièreté de l'équipe pédagogique. Et c'est ce qu'ils ont tenu à me raconter. Ouais, donc des professeurs plus qu'inquiets, des professeurs menacés, des professeurs qui ont peur pour eux-mêmes, parce que cette affaire aussi est très similaire de l'affaire Samuel Paty, Victor Lefebvre, que vous connaissez bien. Oui, la configuration ressemble effectivement à celle de Samuel Paty, puisque tout part d'une rumeur, vraisemblablement d'un mensonge, en tout cas d'une version erronée, qui est relayée ensuite. Il y a même le Bondi Blog, qui est un site qu'on peut qualifier de communautaire, qui s'est fait écho aussi. Le seul témoignage qu'a donné cet élève qui reste anonyme, c'est dans le Bondi Blog, où elle donne une version différente également. Et donc, tout ressemble effectivement à l'affaire Samuel Paty, l'engrenage qui aboutit à la mort de Samuel Paty. Alors, il y a une différence de taille, c'est que cette fois-ci, la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, s'est donc rendue sur place pour assurer le proviseur du soutien de l'État, et elle a fait savoir, dès lors que nous avons eu connaissance des faits, nous avons vraiment réagi pour former un bloc de protection autour de l'établissement et de ses personnels. Qu'est-ce qu'il faut penser ? Est-ce que c'était important ce déplacement ? Oui, il était très important, puisque dès le vendredi, en fait, les élèves, même dès le lendemain, organisaient des blocus. Moi, les professeurs m'ont envoyé sur les réseaux sociaux des comptes Instagram publics où on pouvait lire le nom de famille du proviseur. On pouvait voir des photos de l'établissement également. Ah, mais c'est parti vite. Et en plus, ce qui s'est passé, c'est que les professeurs, le vendredi, lorsqu'ils étaient en cours face à leurs élèves, ils ont tenté après, c'est ce qu'ils m'ont raconté, d'aller un petit peu sonder les autres élèves, des élèves qu'ils pouvaient connaître, et qui leur disaient une rumeur ahurissante en disant « Nous, on sait que de toute manière, c'est pas la première fois que ça arrive à Maurice Ravel », ce qui est totalement faux et vérifié. Et en plus, on sait que vous tous, les professeurs, vous êtes racistes et islamophobes. Ah oui, et ça, c'est vraiment une rhétorique qu'on pouvait retrouver sur les réseaux sociaux, puisque ça a pris vraiment, pas que en région parisienne, mais vraiment, il y avait des comptes qui repartageaient sur TikTok et sur Instagram et sur Twitter, sur X particulièrement. Alors, effectivement, c'était très important que Madame la ministre, elle réagisse parce
que le lundi encore, même si les forces de l'ordre ont dispersé le blocus le lundi matin devant l'entrée, les professeurs avaient quand même peur. Et ils se disaient, mais qu'est-ce qui en va pour nous ? Puisque maintenant, ça ne concerne pas plus que notre proviseur, même s'ils le respectent. Ils m'ont loué à plusieurs reprises son intégrité. C'est quand même un monsieur qui a 6 mois de la retraite, qui a visiblement toujours été à l'écoute, que ce soit des élèves et du personnel éducatif. Alors, ils s'inquiétaient pour lui, mais ils s'inquiétaient aussi pour eux d'être mis dans l'engrenage de cette boucle de prétendue islamophobie de la part des enseignants. Alors moi, ça m'inspire 2 choses. La première, c'est qu'évidemment, Nicole Belloubet a bien fait de venir, évidemment, mais autre chose, qu'est-ce qui va se passer pour cette jeune femme ? Parce que si elle ment ouvertement, si elle jette à la vindicte comme ça un proviseur, voire d'autres professeurs, est-ce qu'elle risque quelque chose ? Alors, sans doute qu'elle risque quelque chose. Il n'a pas encore été là, ça a pris quand même sous le coup de la loi, parce que la jeune femme a porté plainte pour coups et blessures, mais sans ITT, si je ne m'abuse. Le proviseur, lui, il a porté plainte aussi pour diffamation. Donc en fait, ça prend vraiment une tournure qui n'est plus du ressort de l'éducation nationale. Et en plus, il y a quand même un autre enjeu là-dedans, c'est que comme je le disais tout à l'heure, c'est une étudiante, ce n'est plus une lycéenne, elle est majeure. Elle est majeure, elle est en BTS. On est typiquement sur une dénonciation calomnieuse. Si je porte plainte en disant vous m'avez frappé, quel qu'en soit le motif, et qu'il s'avère que vous ne m'avez jamais frappé, vous pouvez me poursuivre en justice. Là, en tout cas, c'est le cas. Il y a des plaintes. Il y a des plaintes pour ça. Après, est-ce que elle est à l'initiative de l'entièreté des rumeurs ? Je ne crois pas. Elle-même, on sent qu'elle peut. Ses versions, elles varient. Elle a aussi donné visiblement, elle a témoigné auprès du Parisien, pas que du Bondi Blog. Et à chaque fois, les versions commencent à un petit peu être modifiées. En tout cas, les versions du proviseur, de l'inspection académique, elle ne bouge pas. Et donc oui, si c'est faux, elle risque gros, en effet. Alors, j'en profite pour dire que lors de son déplacement, Nicole Belloubet a fait savoir qu'elle annoncerait, lors de son prochain déplacement à Nîmes, un plan qui entendait être déployé pour renforcer la sécurité des personnels enseignants, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais il n'y a pas eu que cette affaire du lycée Maurice Ravel cette semaine, Victor Lefebvre. À Cachan aussi, il y a eu des violences devant le lycée. Oui, à Cachan, c'était donc ce mardi 5 mars au matin, donc aux alentours de 7h15, une vingtaine d'individus encagoulés ont perturbé l'accès au lycée Gustave Eiffel de Cachan, des feux de poubelle, des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Il y a 2 véhicules de police qui ont été incendiés, un véhicule de la mairie qui a été retourné, 2 forces de l'ordre blessées, et on parle de quand même 200 personnes rassemblées. Et on peut voir dans les vidéos amateurs, je cite, certains individus prononcer la phrase « On baise la police et on baise l'État français ». Fin de citation. Bon, pas brillant. À Passy, 2 hommes armés aussi aux abords d'un lycée. Alors cette fois, ce ne sont pas des élèves qui sont mis en cause, ce sont des gens qui... Enfin, racontez-nous, c'est encore le mieux. Oui, donc c'était effectivement aux alentours de 15h ce mercredi 6 mars. Un taxi qui alerte la police, affirmant avoir déposé à la station Passy 2 individus, dont ça, c'est à Paris, oui. C'est à Paris, pardon, ouais, à Passy, au métro, niveau du métro Passy. Donc un individu qui portait une arme d'épaule, donc on ne sait pas exactement de quelle arme il s'agit, mais il peut s'agir potentiellement d'un fusil d'assaut, une Kalachnikov, un semi-automatique. Les patrouilles ont aussitôt été dépêchées sur place, notamment aux abords d'un immeuble dans lequel se trouve le domicile de l'ancien Premier ministre Édouard Balladur. 3 colonnes de policiers étaient là, indique un passant sur place. Et en parallèle, les élèves du lycée Saint-Louis de Gonzague, dit Franklin, ont été confinés pendant plus d'1 heure. On n'a pas retrouvé les deux individus et le dispositif a été levé aux alentours de 16h. Grosse actualité décidément cette semaine. C'est aussi jeudi que la commission d'enquête du Sénat sur les violences, les agressions à l'école, ouverte à la suite de la demande de la sœur de Samuel Paty, a rendu ses conclusions et ses propositions. Alors, on va évidemment continuer d'en parler dans un instant, mais cette commission d'enquête conclut très clairement que l'école est en danger. Victor Lefebvre. Oui, effectivement, elle parle de dysfonctionnement, de graves dysfonctionnements. Et donc, il y a plusieurs chiffres qu'on peut relever. On en parlera peut-être un peu plus tard. Mais on peut dire quand même, entre autres, que le rapport souligne la terrible solitude des enseignants face aux menaces et aux agressions. Et le rapport pointe une école de la République en danger, avec une hausse généralisée de la remise en cause de ses valeurs. On y revient tout de suite. Je voudrais juste donner un chiffre avancé par cette mission de contrôle. Au moins 100 000 professeurs sont menacés en France, sur un total de 800 000. Dans un instant, on va voir que la violence est vraiment devenue systémique. On continue de parler de l'école en danger. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, 1 heure pour décrypter l'actualité des faits de société, toujours avec Jean-Marie Bordré.
Landry. Victor Lefebvre et Nora Bussigny, journalistes tous les deux à Factuel Média, sont avec nous. Et on le disait, cette semaine, la commission d'enquête du Sénat sur les violences et agressions à l'école, ouverte à la suite de la demande de la sœur de Samuel Paty et du sénateur Leroy, qui va être avec nous en ligne, conclut sans équivoque: l'école est en danger, et a formulé 38 recommandations. On va y revenir. Je voulais juste, Victor Lefebvre, vous entendre sur le nombre de faits de violence et qui sont tous les jours signalés, qui remontent au ministère de l'Éducation nationale. Je parlais de 100 000 professeurs menacés en France, évidemment pas tous en même temps, on s'en doute, mais quand même, combien de faits de violence tous les jours remontent à la connaissance du ministre? Alors dans le détail, donc c'est à chaque fois du déclaratif, du victimaire. On peut dire qu'en maternelle et au primaire, donc au premier degré, il y a 11 000 enseignants qui ont déclaré avoir été victimes d'une bousculade intentionnelle, de coups ou de blessures sur une seule année scolaire. Donc vraisemblablement, ce sont des coups portés par les parents, évidemment pas par les enfants eux-mêmes, il faut le préciser quand même. On est au premier degré. Et 2/3 des établissements secondaires déclarent au moins un incident grave chaque année. Ce n'est quand même pas rien. Parmi ces questions de violence et puis d'indiscipline liées notamment au port du voile à l'intérieur de l'école, notamment dans cette affaire du lycée Ravel dont vous parliez, Nora Bussigny, hier on fêtait la journée internationale de la femme, et quand même on s'aperçoit que les néo-féministes ne sont pas dans la condamnation de tout cela, et que ce mouvement néo-féministe, eh bien, il se déchire sur la question du voile. Oui, effectivement, hier c'était la journée internationale des droits des femmes, et pour l'occasion on a pu voir que plus que jamais les luttes féministes sont fracturées, sont éclatées, divisées en différentes revendications, et deux principales s'opposent avec des voix beaucoup plus fortes cette fois-ci. En tout cas, à titre personnel, je suis très heureuse de les entendre. Le féminisme universaliste qui, lui, d'un côté s'attaque ouvertement à l'islamisme, et à quel point l'islamisme tue des femmes, maltraite des femmes à travers le monde. Et cette fois-ci, le féminisme universaliste, lui, décide, contrairement à d'autres luttes féministes, de ne pas exclure les femmes qui dénoncent les crimes commis notamment sur les Israéliennes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été reproché beaucoup dans les luttes. Et cette question de l'islamisme, mais également du port du voile, c'est ce qui divise aussi les luttes féministes, puisqu'il y a des luttes dites intersectionnelles qui accusent les autres féministes qui vont dénoncer le port du voile. Elles appellent ça de l'islamophobie. Et encore une fois, c'est quand même une cible sur le... Et si j'en parle, c'est parce que dans les lycées, il ne faut pas croire que ce ne fasse pas partie des conversations des collégiennes. Mais revenons sur sur le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur les violences et agressions à l'école. Alors, le constat est simple. Il a été rappelé par deux rapporteurs. La contestation contre l'autorité des professeurs s'amplifie, et elle est maintenant partout sur le territoire. Les violences sont désormais présentes partout sur le territoire et touchent tous les domaines des enseignements. Ce ne sont plus seulement les agressions contre des matières sensibles comme l'histoire et la géographie. Je ne pensais pas qu'un jour je puisse dire que l'histoire-géographie était une matière inflammable, mais c'est ainsi, ça l'est devenu en France. Ce sont aussi des professeurs de français, d'expression artistique qui se font menacer. La contestation devient donc, comme l'a dit le rapporteur François-Noël Buffet, systémique. Les violences deviennent systémiques. On a la chance d'avoir en ligne Henri Leroy, sénateur des Alpes-Maritimes, qui a été le premier à demander une commission d'enquête au Sénat sur les menaces contre les enseignants après l'affaire Samuel Paty. Sénateur, qu'est-ce que vous avez pensé de ce rapport ? Écoutez, ce rapport, il est le reflet absolu du malaise que nous avons dans l'éducation nationale. Quand vous dites la contestation est partout, moi je dirais on conteste la République. On conteste la base de la République qui est l'éducation, la formation. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Et notre président de la République n'a pas trouvé mieux de nommer Pape Diaye, qui n'est resté qu'1 an, mais qui, devant la commission d'enquête, dans une audition, a à peine accepté qu'il y avait peut-être un problème avec l'islamisme. Voilà, je crois que les 38 préconisations sont le reflet de l'appel au secours de tous ceux qui ont été entendus, du ministre jusqu'à l'enseignant en zone rurale ou en zone urbaine.
Alors, le rapport a expliqué aussi que la clarté des consignes comme celle de Gabriel Attal à l'époque sur l'abaya avait permis d'appliquer facilement la mesure. Donc, il y a nécessité de dire clairement les choses et on a de bien meilleurs résultats que de rester dans l'équivoque, dans le non-dit. Sénateur. Mais absolument. Absolument. Écoutez, il y a un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on a enlevé l'autorité de quelques domaines de gestion, que ce soit du gouvernement. Il y a une absence d'autorité. L'abaya, et c'est vrai que Gabriel Attal a été non pas courageux, mais il a fait preuve d'autorité comme doit faire preuve d'autorité tous les ministres. Tout simplement. Le problème serait peut-être réglé si on avait seulement les critères d'une autorité affirmée de l'État dans une république qui se veut laïque. Et qui se veut forte de ses valeurs. Alors, ce rapport propose des solutions, 38 pour les dénombrer, parmi lesquelles, évidemment, il faut reprendre en main la formation des enseignants en insistant sur l'importance de la laïcité. Il faut prendre les choses plus au sérieux. Ça fait 20 ans que la loi sur l'interdiction des signes ostentatoires de religion dans les enceintes scolaires flotte. C'est toujours pas clair. On l'a vu encore une fois à l'instant avec l'affaire du lycée Maurice Ravel. Et puis, le rapport prévoit de renforcer la protection fonctionnelle des enseignants, que ce soit un droit et pas simplement à la libre appréciation des directions d'établissement. Tout ça va dans le bon sens. J'aimerais aussi revenir sur un point, le pas de vague. Ce rapport dit que c'est à l'origine d'un climat de méfiance entre les acteurs de terrain et leur hiérarchie. Est-ce que vous êtes d'accord, sénateur ? Tout à fait. Écoutez, j'ai assisté à de nombreuses auditions dans ce domaine et c'est vrai que le pas de vague ne caractérise pas seulement l'éducation nationale, mais toute l'administration française. On a peur de dire les choses. On se retient de dire la vérité pour les retours de la hiérarchie. Et c'est ça qui mine l'ensemble de notre institution nationale. J'ai une question pour vous, monsieur le sénateur. Sur les 38 propositions, l'une d'elles, qu'est-ce que ça veut dire concrètement et précisément, je cite, reprendre en main la formation des enseignants en insistant sur l'importance de la laïcité? Est-ce que ça veut dire que pour beaucoup d'enseignants, à vos yeux, la laïcité, en fait, n'est pas assez importante? Et est-ce que ça veut dire que les professeurs, aujourd'hui, ont tendance à ne pas comprendre que c'est important? Non, je crois tout simplement que les professeurs, compte tenu de la situation, compte tenu de ce qui s'est passé avec Samuel Paty, d'une part, et 3 ans après, avec le renouvellement de l'assassinat de Dominique Bernard, eh bien les enseignants ont peur tout simplement de parler de laïcité parce que c'est traduit souvent comme un anti-système de la religion et des valeurs musulmanes. Et donc cette reprise en main de la formation des enseignants, elle consisterait en quoi ? Elle consisterait d'abord à expliquer véritablement ce qu'est la laïcité, quels sont les critères de la laïcité. L'éducation l'éducation nationale doit être indépendante de la religion, quelque religion que ce soit la religion musulmane, juive ou chrétienne, et c'est uniquement le principe des valeurs de la République, indépendante de quelques pressions religieuses. Dans ce rapport, d'ailleurs, il est dit très clairement que de plus en plus de jeunes enseignants sont pour eux ce qu'on appelle une laïcité ouverte, c'est-à-dire une laïcité qui est à l'anglo-saxonne, mais qui est plus vraiment la laïcité que l'on connaît, Victor. Oui, effectivement, ça part d'un sondage qui a été commandé par le Sénat lui-même à l'Institut CSA et qui révèle effectivement que le rapport des 18-24 ans, donc c'est les majeurs, ça peut concerner potentiellement des professeurs, ils n'ont pas tout à fait le même rapport à la laïcité que leurs aînés. Un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio montrait que c'était le cas d'ailleurs de l'ensemble des élèves. Plus les élèves sont jeunes en général, plus leur vision de la laïcité est complètement différente des générations précédentes. Je voudrais remercier le sénateur Henri Leroy, sénateur des Alpes-Maritimes, qui a été le premier à demander une commission d'enquête, comme je le rappelais, sur ces questions de menaces contre les enseignants. Dans un instant, une exclusivité, la réaction de Michael Paty, la sœur de Samuel Paty, justement aux conclusions de la commission d'enquête. Et dans un instant, on va revenir sur l'actualité américaine. Il y avait le Super Tuesday cette semaine avec une écrasante victoire de Trump. On va faire le point dans un instant avec le journaliste franco-américain Gérald Olivier. Merci Nora Bussigny d'avoir été avec nous. On vous retrouve sur factuel.media. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre,
10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse et de décryptage de l'actualité. Nous sommes toujours avec Jean-Marie Bordry et Victor Lefebvre de Factuel Média. On parlait de l'école en danger. Alors, les syndicats n'ont pas encore réagi aux conclusions de la mission sénatoriale sur les menaces et violences subies par les enseignants. Mais, Michaëlle Paty, elle, la sœur de Samuel Paty, a réagi et vous a transmis en exclusivité, Victor Lefebvre pour Sud Radio et Factuel, sa réaction. Que dit-elle ? Michaëlle Paty qui est à l'origine de cette commission puisqu'elle avait écrit à Gérard Larcher, le président du Sénat, pour la réclamer. Donc je vous livre in extenso sa réaction. Elle dit « Je souhaite vous appliquer ces recommandations donc de la commission d'enquête parlementaire du Sénat. Les limites ne seront pas franchies si les sanctions sont appliquées réellement et ne débouchent pas systématiquement sur une deuxième ou une troisième chance. Je suis satisfaite que le symptôme du pas de vague soit reconnu. Cela a entraîné une scission et une méfiance. La suite de l'enquête pénale, donc on sait que les adultes seront jugés à l'automne prochain, dira si c'est bien cela qui est en partie responsable de la mort de mon frère. L'éducation nationale va devoir avoir un comportement exemplaire pour regagner la confiance de son personnel. » Ouais, donc très important, la reconnaissance des méfaits du pas de vaguisme, et puis l'appel à davantage de fermeté ou en tout cas de suivi par rapport aux agressions. Merci beaucoup. Pour être tout à fait complet et pour conclure, il faudrait aussi être clair sur les chiffres et sortir de cette tendance à les minimiser que peut avoir parfois certains syndicats ou l'éducation nationale qui ne reconnaissent pas vraiment l'ampleur du phénomène. Oui, c'est l'un des points qui ressort le plus dans les conclusions du rapport sénatorial, c'est le décalage entre les chiffres de l'éducation nationale et la réalité du terrain, c'est-à-dire la façon dont sont présentés les chiffres. C'est-à-dire que les services de l'éducation nationale disent que 0,2% des enseignants des collèges et des lycées déclarent avoir été menacés par une arme sur une année scolaire, ce qui peut paraître assez minime. 0,2%. Mais si on rapporte à l'année, ça peut paraître faible, mais ça fait quand même 900 enseignants concernés, ça fait 6 enseignants menacés par arme par jour ouvré en France. 6 enseignants menacés par arme par jour ouvré. Oui, exactement. Si on rapporte par moyenne. Et donc ils disent, d'ailleurs à la fin de leur conclusion, que l'expression « faire une Paty à un professeur » est devenue une expression courante. Et ils citent une professeure qui dit « Je suis content de ne pas avoir subi de Samuel Paty aujourd'hui ». Merci beaucoup Victor Lefebvre d'être aussi clair. Alors nous a rejoint Gérald Olivier, journaliste franco-américain que l'on adore recevoir ici, fondateur de Spectacle du Monde. Pas fondateur, j'étais rédacteur en chef. Ah, je vous donnais un peu de galon. Rédacteur en chef et puis contributeur aussi à Factuel Média, spécialiste des questions qui concernent les États-Unis. On va parler ensemble du Super Tuesday qui a donné un avantage décisif pour Donald Trump, pour ne pas dire un énorme triomphe pour Donald Trump. Sa dernière rivale, Nikki Haley, a décidé de jeter l'éponge et évidemment tout le système tremble à l'idée désormais d'un retour de Trump. Revenons d'abord sur le Super Tuesday. Commençons peut-être d'abord par expliquer ce que c'est que le Super Tuesday, cher Gérald Olivier. Super Tuesday, c'est tout simplement un mardi, parce que Tuesday c'est mardi, et aux États-Unis on vote le mardi, et c'est devenu super parce que c'est un mardi où il y a plusieurs primaires qui se déroulent en même temps, et là il y en avait plus d'une quinzaine, donc une primaire, c'est une élection à l'intérieur d'un État pour déterminer le candidat du parti à l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. Et donc mardi dernier, la Californie, le Texas, le Massachusetts, le Minnesota, la Virginie et d'autres États encore votaient. Et donc si beaucoup d'États votent en même temps, il y a beaucoup de délégués à la clé de cette élection. Et celui qui sort vainqueur de cette élection a des chances d'avoir à ce moment-là une sorte de mainmise sur la nomination, de sorte qu'à présent, on peut dire que les jeux sont faits. Et c'est tout le but de ce super mardi, de concentrer toute l'attention sur un même jour et à l'issue de ce jour, savoir qui sera le candidat probable. Donc là, Nikki Haley en a tiré les conclusions et a décidé de se retirer. Absolument. Elle n'avait rien gagné jusqu'à présent. Il y avait eu 6 ou 7 primaires lorsqu'on additionne depuis le début janvier. Elle a gagné à Washington, je crois. Mais c'est pas un État, c'est un district fédéral. Washington, c'est à part. C'est
très surprenant dans le cadre des États-Unis. C'est pas un État, c'est une ville, c'est un district fédéral, donc, mais elle a quand même gagné sur place. Et mardi, elle a gagné dans le Vermont. Le Vermont, c'est un petit État de Nouvelle-Angleterre, un État rural. C'est un État qui autorise les démocrates à voter dans le cadre de la primaire républicaine, parce que chaque État fonctionne avec ses propres règles, de sorte que lorsqu'on analyse les résultats, il faut toujours les regarder de très près, parce qu'ils n'ont pas toujours le même sens. Mais une victoire, alors que Trump en a additionné 14, lui, il a récolté 900 délégués et elle en a récolté 25. Donc il y a un écart tel qu'elle a compris qu'elle n'avait aucune chance et donc elle a renoncé le lendemain. Le match est plié. Est-ce que Trump fera appel au service de Nikki Haley? Est-ce qu'il sera suffisamment beau joueur pour lui dire d'intégrer ses équipes ou pas? Alors, il fera appel à ses services, mais sans paraître faire appel. Il est Donald Trump, il voudra qu'on vienne à lui, pas lui d'aller à elle. Maintenant, elle n'a pas l'air très désireuse d'aller à lui, si j'ose dire. C'est un petit peu ça. Mais elle a déjà dit qu'elle lui souhaite bonne chance dans son message d'abandon. Un rendez-vous, je crois, est déjà prévu à Mar-a-Lago, en Floride, sa résidence de Palm Beach, et il aura besoin de ses voix. Il aura besoin de ses voix et en plus Donald Trump mardi soir, et c'était déjà le cas lors d'une autre grande victoire dans les primaires précédentes, il se veut rassembleur. Il a bien compris que l'élection elle se gagne au centre. Et qu'il aurait besoin de sa base, ça elle lui est acquise, mais il aurait également besoin d'autres républicains, le camp totalement réuni, y compris ceux qui ont voté pour Nikki Haley jusqu'à présent, et il aurait même besoin d'électeurs indépendants. Enfin, il se veut rassembleur. Un Donald Trump qui se veut rassembleur et qui a besoin de gagner une élection au centre, c'est pas tout à fait l'image qu'on se fait de Donald Trump. Oui, mais je suis pas d'accord. Parce que quand on connaît bien Donald Trump, il est parfaitement capable d'avoir cette posture-là. Oui, mais il n'a pas gagné au centre. C'est un politique, c'est ce que vous voulez dire. C'est un politique. Il y a un moment, c'est un politique et c'est ce qu'il faut pour gagner. Mais il n'a pas gagné au centre son élection quand il a été élu. Sa première élection, il l'a gagné sur sa base. La première élection, c'est Hillary Clinton qui l'a perdue. Oui. C'est pas lui qui a gagné, c'est elle qui a perdu. Il n'a pas mené sa deuxième campagne au centre non plus quand il a perdu contre Joe Biden. Ce serait une première de le voir faire une campagne au centre. C'est pour ça que je m'arrête dessus. Je dis pas qu'il va faire une campagne au centre. Mais je dis qu'il va chercher à rassembler au-delà de son propre camp. Maintenant, la façon de le faire, c'est de dire qu'une fois président, il sera un président rassembleur. Il va quand même faire la campagne sur ses idées et il va surtout faire sa campagne sur le bilan de Joe Biden. Voilà, alors justement, c'est l'occasion que vous nous offrez de dire sur quelles promesses et sur quoi il va appuyer Donald Trump. On se souvient tous de Make America Great Again, et puis la réindustrialisation qu'il a permis, parce qu'il a un bilan en matière économique. Cette fois-ci, quels sont les baselines, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire les points forts de son programme ou de ses promesses? On reste sur les mêmes bases. On reste sur les mêmes bases, si ce n'est que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir bilan contre bilan. Parce qu'on aura une élection où deux présidents sortants, en quelque sorte, se représentent. Parce que l'autre résultat du super mardi, c'est que c'est Biden qui sera le candidat démocrate. C'était acquis, mais pas totalement. Là, ça l'est totalement. Donc en fait, Biden va devoir se présenter sur le bilan des 4 années passées, et Trump va se présenter sur le bilan de ces 4 années précédentes. Et sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan de l'immigration, sur le plan de l'énergie, sur le plan de la criminalité, sur le plan de l'inflation, sur le plan de la politique étrangère, il a un bilan qui est largement positif par rapport à celui de Biden. C'est ça qu'il doit mettre en avant. Il va vous dire, quand moi j'étais président, faire comme une campagne, la vie coûtait moins cher. Quand moi j'étais président, le monde était en paix. Quand moi j'étais président, l'essence coûtait 3 fois moins qu'elle coûte aujourd'hui, et les États-Unis étaient un pays indépendant en matière énergétique. Il va additionner tous ces thèmes qui étaient déjà ceux qu'il avait revendiqués en 2016. Simplement maintenant, il a les 3 années, parce qu'en fait son propre premier mandat a été perturbé par le Covid, et sans le Covid, sans doute que l'élection de 2020 aurait eu un résultat autre. Mais sur ces 3 premières années, il avait un bilan économique qui était très très positif, et surtout ce que l'on ne veut pas reconnaître et que beaucoup de médias ne veulent pas reconnaître, c'est que son bilan économique était plus profitable aux petits revenus
qu'aux gens riches. Ouais. Tout le monde vous dit c'est le candidat des riches, c'est pas vrai du tout. Et quand on regarde les chiffres de près, on s'en aperçoit. Au-delà du programme des uns et des autres et du bilan des uns et des autres, que pensent les Américains du fait de se retrouver face à un duel entre deux anciens présidents de la République qui vont parler de leur bilan du passé à chaque fois et de se comparer? On parle beaucoup en France de choix par défaut au second tour de la présidentielle. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'Américains qui vont se mettre à voter par défaut, qui pour Biden parce qu'il n'aime pas Trump et qui pour Trump parce qu'il n'aime pas Biden? C'est une possibilité. Quand on regarde les sondages, on s'aperçoit que vous avez un nombre assez important d'électeurs, 2 sur 3, ce qui est quand même beaucoup, qui se disent peu satisfaits du choix qu'on leur propose. Maintenant, les électeurs sont jamais satisfaits, véritablement. Oui, mais à ce point-là. Et on verra à l'arrivée. Parce que je pense que lors de cette élection, d'abord, il y aura plus de 2 candidats. C'est pratiquement acquis. Vous aurez des candidats tierces. Il y aura peut-être même le candidat du 3e parti, il y en a déjà un, c'est Robert Kennedy Jr., qui se présente en tant qu'indépendant et qui essaye d'être inscrit sur les bulletins de vote dans un certain nombre d'États, qui a ciblé les États les plus décisifs, le Michigan, l'Arizona, la Géorgie, le Wisconsin et d'autres, où il pourrait avoir un impact. Non pas parce qu'il a une chance de gagner, mais parce qu'il a la capacité de faire perdre. Il avait pris beaucoup de notoriété pendant la pandémie du coronavirus. Absolument. Par ses positions très anti-vaccins, par exemple. Exactement. Alors, c'est ce qu'on lui reproche d'ailleurs. Parce que pour beaucoup de médias, c'est un complotiste et donc il est décrédibilisé à cause de cela. Néanmoins, il a un message social-démocrate, il a un message environnementaliste, il a un message anti-gouvernement et il va exister parce que vous avez pas mal de gens qui sont un petit peu déçus de Biden qui pourraient aller vers lui. Vous avez la possibilité, on le verra même aujourd'hui, d'un 4e candidat sans étiquette, le fameux No Label. Qui est un nouveau groupe qui a émergé, qui veut un duo républicain et démocrate, parce que c'est toujours 2 personnes qui sont candidats, c'est un duo sur le ticket, et qui voudrait montrer leur capacité à réunir en ayant 2 candidats des 2 partis différents. Alors, décidément, cette semaine a été une excellente semaine pour Trump, puisque la Cour suprême est allée aussi à l'encontre de la justice du Colorado. Je voudrais qu'on en dise un mot. Cette justice qui avait déclaré que Trump n'était plus éligible en raison de son rôle joué dans l'insurrection de janvier 2021. Et d'une manière générale, la Cour suprême aussi a dit qu'elle se prononcera sur l'immunité de Donald Trump durant son mandat en avril prochain. Ce qui veut dire qu'avec les recours possible, il ne sera pas empêché de se prononcer. Expliquez-nous, c'est un petit peu confus, mais c'est une très bonne nouvelle aussi pour Donald Trump. Oui, c'est une très bonne nouvelle. C'est une double très bonne nouvelle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il fait l'objet d'un certain nombre de poursuites. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du côté démocrate, il y a une volonté de faire en sorte qu'il ne soit pas candidat. Parce que s'il est candidat, c'est prendre le risque qu'il gagne. Et donc, pour éviter ce risque, on voudrait bien qu'on puisse le disqualifier avant. Et vous avez un certain nombre de cours de justice qui ont décidé de prendre cette question à bras-le-corps et d'éliminer Trump de par leur décision. C'est ce qu'avait fait le Colorado, comme vous l'avez dit. Ils avaient invalidé la candidature de Trump prenant prétexte des événements du 6 janvier. En prétextant que c'était une insurrection, alors que personne n'a jamais été accusé et encore moins condamné d'insurrection ce jour-là. Il y a 1000 Américains en prison à cause de ce qui s'est passé le 6 janvier. Aucun n'a été accusé et encore moins emprisonné pour insurrection. C'est d'autres motifs qui ont été invoqués. Néanmoins, le Colorado a dit que Trump ayant incité cette insurrection, il fallait qu'il soit disqualifié et la Cour suprême a décidé que ce n'était pas possible et que c'était pas au Colorado de décider. Au pire, ce serait au Congrès de le faire et donc Donald Trump est rétabli dans la légitimité de sa candidature. Donc, les élections vont pouvoir se passer, je dirais, maintenant à peu près normalement pour Trump. Absolument. Maintenant, il va y avoir des procès d'ici là, parce qu'il est poursuivi à New York, il est poursuivi en Floride, il est poursuivi à Washington. Et l'un des dossiers les plus chauds, c'est celui de Washington, pour lequel la Cour suprême doit statuer sur sa possible immunité. D'accord. C'est ce qui viendra en juin. D'accord. Dans un instant, on se retrouve avec vous, Gérald Olivier, et on parlera de Trump, bien sûr, encore, et ce que l'élection en novembre prochain pourrait changer sur le conflit en Ukraine. Et on verra aussi, on parlera du rôle de l'État profond aux États-Unis. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio.
L'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre pour regarder l'actualité à la loupe. Nous sommes toujours avec Jean-Marie Bordry, Victor Lefebvre de Factuel.media et nous a rejoint Gérald Olivier, journaliste franco-américain, ancien rédacteur en chef de Spectacle du Monde. On est ravis de l'accueillir. Nous parlons des élections américaines. Trump, on peut le dire, sera bien le candidat des Républicains en novembre prochain. Et les sondages pour la présidentielle sont très favorables pour l'instant à Trump. Outre le fait que Biden n'a pas l'air très en forme, beaucoup de lapsus, rappelons-le, lui sont reprochés récemment. Est-ce que Biden, Gérald Olivier, n'est pas en train de payer aussi une question dont on entend peu parler ici en France, c'est son laxisme migratoire. On dit que l'immigration clandestine s'est littéralement envolée aux États-Unis. C'est le cas, oui, mais moi j'irais au-delà du terme laxisme. C'est pas du laxisme, c'est une volonté délibérée. Joe Biden, lorsqu'il est arrivé en 2021 à la présidence, la première semaine, il a pris 3 décisions fondamentales. La première, c'était de mettre fin à la construction du mur, même si elle était plutôt lente, y compris sous Trump. La deuxième, c'est de révoquer une politique qui voulait que les demandeurs d'asile fassent leur demande en dehors du territoire américain. Ouais. La troisième, c'était celle de reconduire à la frontière tous les migrants clandestins interpellés. Lui, il les interpelle, mais il les relâche sur le territoire américain. Et aujourd'hui, si vous voulez faire une demande d'asile politique aux États-Unis, vous pouvez la faire depuis le territoire américain, même si vous êtes rentré illégalement sur le territoire. C'est-à-dire que c'est un peu comme en France. Pour moi, c'est un appel d'air. C'est un appel d'air. C'est même pire que ce qui se passe en France. Et certains vous diront qu'il y a plus de 10 millions de migrants clandestins qui sont arrivés aux États-Unis depuis janvier 2021. Ce qui fait à peu près 3 millions par an d'immigrés. Alors que sous Donald Trump, c'était tombé à 400 000. Parce qu'il y a toujours eu, ça fait une quarantaine d'années qu'il y a une immigration clandestine à travers la frontière mexicaine qui est très difficile à contrôler d'un simple point de vue géographique. Mais Donald Trump avait fait comprendre que les clandestins n'étaient pas les bienvenus, qu'ils ne seraient pas aidés, et que s'ils voulaient l'asile politique, il fallait qu'ils fassent leur demande depuis le Mexique ou ailleurs. Joe Biden a délibérément, par décret, mis fin à ces politiques, et le résultat a été constaté immédiatement. On a une vague migratoire sans précédent, une vague migratoire qui, je dirais, sature les services sociaux et qui menace certaines villes. Parce que ce qui s'est passé depuis, c'est que tous ces gens arrivent au Texas, principalement, qui est le principal état frontalier, parfois en Arizona, parfois en Californie. Donc depuis le Texas, désormais, ils sont mis dans des bus, parfois des avions, et ils sont conduits à New York, à Chicago, à San Francisco, qui sont ce qu'on appelle des villes sanctuaires, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas sanctionner le fait que quelqu'un soit sur le territoire à titre clandestin ou illégal. Et le fait de recevoir des dizaines de milliers de migrants a saturé les services sociaux de ces villes et apporté le problème migratoire au-delà de la frontière. Qui installe ces migrants dans des bus pour les emmener à Ce sont les autorités du Texas qui n'ont pas les moyens de les garder sur place et qui donc les envoient. Et comme vous avez Comment réagissent les villes comme New York, très par mal, exemple Très mal. Aujourd'hui, le maire de New York a dit que la ville était menacée par la présence de migrants. Il s'appelle Adams, c'est un président d'origine africaine, c'est un noir américain, et il reconnaît qu'il n'a pas la capacité à recevoir autant de gens. Ouais. Même chose à Chicago. Je voudrais qu'on garde du temps pour évoquer 2 questions qui sont cruciales. C'est d'abord le rôle de l'État profond dans les mois qui viennent. D'abord, vous allez nous dire ce que l'on entend par État profond, mais est-ce que cet État profond va faire tout pour empêcher l'ancien président Donald Trump d'être réélu? Oui, et je dirais même qu'il le fait déjà. Alors, l'état profond, c'est quelque chose qui reste difficile à définir parce que c'est pas comme une association officielle où on signe et puis tout le monde sait qui vous êtes. Pas un parti politique non plus. C'est une collusion d'intérêts et c'est une collusion d'idées que l'on retrouve chez un certain nombre de hauts fonctionnaires, que l'on retrouve dans la justice, que l'on retrouve dans les médias, que l'on retrouve dans un certain nombre de milieux culturels, tous les milieux qui vont avoir une influence sur la façon de penser, la façon de débattre aux États-Unis. Et donc vous avez une opinion commune au sein de cet État profond que Donald Trump est une menace contre la démocratie.
Et que le laisser prendre le pouvoir, c'est menacer l'avenir même des États-Unis. Et à ce titre-là, et à ce prétexte, les gens qui participent de cet État, qui partagent ses idées, qui ont des fonctions influentes, vont tout faire pour le stopper. C'est ce que font les juges dans le cadre des affaires dont nous parlions il y a quelques minutes. Ouais, absolument. Et alors, concernant la guerre en Ukraine, est-ce que l'élection de Trump pourrait conduire Poutine et le président Zelensky à se mettre autour d'une table, à négocier? Est-ce que on sait que Trump est un négociateur hors pair, mais est-ce que il ne risque pas d'apparaître pour les uns trop pro-Poutine, pour les autres trop Zelensky? Qu'est-ce que vous pensez que cette élection peut changer sur le cours de la guerre en Ukraine et donc sur notre vie d'Européens dans le contexte actuel? Pour moi, elle aura un impact. Elle aura un impact nettement plus important que si Biden était réélu. Tout d'abord, Donald Trump s'est vanté déjà depuis 1 an, s'il était au pouvoir, il serait capable de résoudre le conflit en 24 heures. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas, mais ça signifierait qu'il aurait envie de s'investir dans ce conflit et de démontrer au reste du monde qu'il est en effet un bon négociateur et qu'il est capable d'apporter des solutions. Donc je pense que dès sa prise de fonction, sur le plan de la politique internationale, l'Ukraine serait la priorité et il y aurait un coup de fil à Poutine, il y aurait un coup de fil à Zelensky et il y aurait... Vous croyez que c'est simple comme un coup de fil? Ouais, ça commencerait par un coup de fil. Ouais. Ça commencerait par un coup de téléphone. Après, moi, je suis pas dans le bureau ovale, mais je connais un petit peu la façon de fonctionner de Donald Trump. Il est extrêmement direct et il irait dire à Vladimir Poutine qu'est-ce que vous voulez et il irait dire à Zelensky qu'est-ce que vous êtes capable de céder et à partir de là, on s'accorde. Après, tout dépend de ce qui se passe sur le terrain militaire. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que même si la Russie a eu du mal à s'imposer militairement, à la longue, elle est quand même plus forte que l'Ukraine. Et l'Ukraine dépend totalement d'une aide extérieure et cette aide extérieure, elle vient de l'Europe, mais l'Europe apporte une aide humanitaire. L'aide militaire, elle vient exclusivement des États-Unis. Et là, le problème pour l'Ukraine, c'est de tenir jusqu'en novembre. Et l'Europe va se ranger derrière la puissance américaine, forcément. Elle sera de facto, ou est-ce qu'elle essayera Est-ce qu'il y a une voie en Mais Europe? non, on l'a vu récemment. Ouais. L'Europe de l'Est, oui. La Pologne, la Hongrie et certains pays se rangeront, je pense que les pays baltes également, se rangeront derrière Trump. Mais ça veut dire en tout cas que Donald Trump demanderait à l'Ukraine de Zelensky de donner à Poutine les territoires que celui-ci a envahis. Je pense que la situation sur le terrain aurait une incidence sur la base des négociations. Concrètement, une bonne partie de l'Ukraine aujourd'hui est occupée militairement par la Russie à la suite de l'invasion. Ces territoires seraient donc laissés. Donald Trump, en tout cas, d'après vous, demanderait aux Ukrainiens de les abandonner, d'abandonner leur Alsace-Lorraine, quoi. On peut le mettre comme ça, je n'irai pas aussi loin que vous, mais pour moi, si négociation il y aura une négociation sur le territoire à partir de la carte militaire. Vous ne croyez au-delà du Donbass, il faudra discuter de la Crimée. En tout cas, vous ne croyez pas à une Europe qui irait seule soutenir l'Ukraine alors que les États-Unis taperaient du poing sur la table? C'est-à-dire taper du poing sur la table. C'est-à-dire siffler la fin de la partie, quoi. Non. C'est là où on se trompe sur Donald Trump. Donald Trump, il parle, il est provocateur, il aime bien vous piquer. Donc il dit aux Européens qui ne payent pas ce qu'ils devraient payer à la défense européenne et à l'OTAN. Si vous payez pas, on vous défendra pas. Et non seulement on vous défendra pas, mais j'encouragerai Poutine à vous attaquer. Et puis tout simplement, ça c'est de la provocation verbale qui n'a absolument rien à voir avec la politique militaire américaine ne pourrait pas être compensée par l'Europe militairement et industriellement. Non, absolument. Merci Gérald Olivier, vous êtes d'une très grande clarté et on est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. Bon, vous pouvez retrouver évidemment l'émission sur la chaîne YouTube de Sud Radio, les articles de Victor Lefebvre sur factuel.media. La semaine prochaine, on se retrouve à 10h évidemment pour une nouvelle heure libre. Tout de suite, Jean-Marie, bientôt 11h, c'est On parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Vous aimez la moto? La Vespa. Quand même, ça tombe bien, on vous emmène au salon du 2 roues à Lyon, c'est juste après les infos. À tout de suite sur Sud Radio.